Bienvenue à tous pour cette exploration consacrée aujourd'hui au Rafale et plus précisément à son futur standard F5. Alors attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour là. Non, effectivement, les documents qu'on a pu consulter, ils montrent bien qu'on est face à une refonte quasi complète, stratégique, technologique. C'est ça. L'objectif, c'est clair, c'est d'assurer la supériorité aérienne française et bien au-delà de 2035. On va donc décortiquer ensemble ces innovations, comprendre pourquoi on parle vraiment d'un changement d'époque. Tout à fait. Ce n'est plus seulement l'avion qui change, c'est, comment dire, toute la manière de penser le combat aérien. On entre vraiment dans un système connecté. Et c'est justement ça qu'on va creuser. Au programme, ce fameux combat collaboratif avec les drones, les ruptures technologiques clés, on va parler détection, armement, intelligence artificielle, et puis on regardera les implications plus larges, stratégiques, industrielles. Ça promet d'être passionnant. Les sources nous offrent une plongée assez inique dans cet écosystème de combat du futur proche, en fait. Allez, on attaque avec cette idée centrale, le combat collaboratif. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Fini le pilote seul maître à bord. C'est quoi exactement? C'est vraiment le cœur du réacteur F5, si on peut dire. Il faut imaginer le Rafale F5 non plus isolé, mais comme le pivot d'une équipe. Une équipe homme-machine. Homme-machine? Oui, avec comme partenaire principal un drone de combat furtif. On l'appelle UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle. C'est le successeur du démonstrateur Neurone, que certains connaissent peut-être. Ah oui, le neurone. Voilà. Et le F5 est conçu d'emblée pour interagir avec un ou même plusieurs de ces drones. Ce n'est pas un ajout à prix coup, c'est natif. D'accord, donc le Rafale F5 nous perd plus seul. Mais ce drone partenaire, l'UCAV, il fait quoi concrètement? Les sources lui donnent plusieurs rôles. Il est très polyvalent. Il peut servir d'éclaireur, discret, bien en avant du Rafale, pour détecter les défenses, repérer les cibles. Il peut aussi brouiller les radars adverses. Carrément brouillé? Oui, mais sa mission la plus emblématique, c'est d'aller là où ça craint le plus, là où le danger est maximal. Typiquement, détruire les défenses aériennes les mieux protégées ou mener des missions de guerre électronique très offensives. L'UCAV est fait pour ça, pour pénétrer ces zones à très haut risque. C'est ça que les documents appellent la délégation du péril à la machine. Envoyer le drone faire le sale boulot, en gros. C'est exactement ça. C'est un vrai changement dans la gestion du risque. L'avion piloté, lui, reste en retrait, à une distance plus sûre, pendant que l'UCAV, non habité, prend les risques. Ça augmente les chances de succès tout en protégeant les pilotes. Et cet UCAV, il n'est pas juste télécommandé comme un jouet, j'imagine. On parle d'autonomie. Absolument. C'est même essentiel. Il a une intelligence artificielle embarquée qui lui donne une vraie capacité d'adaptation. Il n'est pas passif. C'est-à-dire? S'il perd la liaison avec le Rafale, par exemple, ou si un autre drone de la formation est perdu, il peut adapter sa mission, prendre des initiatives tactiques préplanifiées. Il peut utiliser ses propres capteurs pour trouver une cible ou se défendre sans attendre un ordre pour chaque action. Impressionnant. Les sources parlent aussi de triangulation furtive. Ça consiste en quoi? Comment ils font pour localiser une menace sans se faire repérer? Ah, ça c'est une belle illustration de la synergie. Imaginez un radar ennemi qui émet. Ni le Rafale ni Ducave n'ont besoin d'allumer leur propre radar, ce qui les trahirait. D'accord? Ils vont juste écouter passivement les signaux ennemis. Et comme ils sont à des endroits différents, en combinant les infos reçues par leur capteur, le système calcule par triangulation la position exacte de l'émetteur. C'est hyper discret et très précis pour cartographier les menaces d'électronique. Malin. Mais pour que ça marche, surtout le côté furtif, il faut bien que la communication entre le Rafale et son drone soit elle-même invisible, non? C'est la condition sine qua non, c'est clair. La liaison de données entre eux est décrite comme ultra sécurisée et surtout ultra discrète. LPD, on dit Low Probability of Detection. D'accord. Elle utilise des techniques pour se noyer dans le bruit ambiant électromagnétique, très difficile à repérer et encore plus à brouiller. C'est ça qui garantit l'invisibilité de l'équipe. Et ce n'est pas pour après-demain, hein. Les prototypes de ces UKV devraient voler avant 2030, d'après les infos. On voit bien le potentiel. Mais tout ça, ça repose aussi sur des technologies nouvelles intégrées au Rafale F5 lui-même. C'est notre deuxième partie, les ruptures technologiques. Commençons par la détection. On dirait que la philosophie, c'est voir sans être vu, ou comme disent les sources, frapper en premier en silence. C'est la clé de la survie et de l'efficacité aujourd'hui. Et l'une des pièces maîtresses pour ça, sur le F5, c'est un nouveau capteur infrarouge frontal, l'Otronic Sorcer.
Les documents le surnomment le Silent Killer. Le tueur silencieux, ça fait un peu film d'espionnage. Comment il marche ce truc? Il est différent des infrarouges classiques. Oui, très différent. Il ne cherche pas principalement la chaleur des moteurs, comme on pourrait croire. Ah bon? Alors quoi? Il est optimisé pour détecter la signature thermique de la friction de l'air, la surpression aérodynamique autour d'un objet qui vole très vite, disons au-dessus de 800-900 km/h. Attendez, même un avion furtif qui cache ses moteurs, il crée de la chaleur juste en volant vite. Exactement. L'air comprimé devant l'avion s'échauffe un peu, il l'émet dans l'infrarouge. Et le Sorcer est conçu spécifiquement pour voir ça, même à des dizaines de kilomètres. Même une cible furtive, radar et thermique classique ne peut pas cacher cette signature physique liée à sa vitesse. C'est incroyable ça. Du coup, le pilote peut repérer une cible, même furtive, sans allumer son radar? Précisément. Il détecte, il suit, il peut même désigner la cible pour un tir, tout ça en restant totalement passif, silencieux sur le plan électromagnétique. L'avantage tactique est énorme. Fascinant. Mais le radar, il n'est pas abandonné pour autant sur le F5. J'imagine que non. Loin de là. Il est même complètement modernisé. Nouvelle antenne active à balayage électronique, ASA, basée sur une technologie de pointe, le nitrure de gallium, le GaN. Le GaN, oui, on en entend parler de plus en plus. C'est quoi les avantages concrets pour le radar? Ils sont multiples. Le GaN permet de faire des modules émetteurs-récepteurs beaucoup plus petits, donc on peut en mettre bien plus sur la même antenne que l'ancienne technologie, l'arsénure de gallium. Et plus de modules. Ça veut dire? Ça veut dire plus de puissance, plus d'agilité pour le faisceau radar, meilleure résolution. Et surtout, le GaN est plus efficace en énergie, il chauffe moins, concrètement, portée de détection bien meilleure. Et, point crucial aujourd'hui, une bien meilleure capacité à voir les petites cibles ou les cibles furtives, celles qui ont une faible signature radar. Polyvalent aussi, ce radar, hein. Très polyvalent, il peut faire du suivi de terrain pour voler bas, tout en surveillant l'espace aérien pour détecter d'autres avions, par exemple. C'est vraiment multitâche. D'accord. Des yeux plus perçants, passifs et actifs. Mais pour frapper en premier, il faut l'allonge, la puissance de feu. Est-ce que l'avion lui-même évolue pour supporter tout ça? Oui, il y a des optimisations. L'intégration de réservoirs conformes, les CFT, ce sont des réservoirs qui épousent la forme du fuselage. Ah oui, qui sont collés à l'avion. Voilà, ça ajoute environ 1200 kg de carburant sans trop pénaliser l'aérodynamique comme des bidons externes. Donc plus d'endurance, plus de rayons d'action. Et en parallèle, le moteur M88 continue d'évoluer. On vise à terme 9 tonnes de poussée par moteur, pour garder l'agilité malgré la masse des nouveaux équipements. Et justement, les équipements, les armements. Là aussi, il y a du nouveau et du lourd, j'ai l'impression. Effectivement. Côté dissuasion nucléaire, le F-5 emportera le futur missile ASN 4G. Il remplace la SMPA actuelle. Les descriptions parlent d'un engin hypersonique et manœuvrant, donc très, très dur à intercepter. Ça renforce la crédibilité de la dissuasion. Et pour les missions classiques, conventionnelles, où est la révolution? Elle vient surtout de l'évolution d'une bombe guidée, la 2SM, plus connue sous son nom commercial Hammer. La bombe Hammer, oui. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette nouvelle version? La grosse nouveauté, c'est qu'elle embarque un petit turboréacteur qui se déploie après le largage, au lieu de l'ancien moteur fusée à poudre. Un moteur à réaction sur une bombe. Mais pourquoi? C'est pas un peu compliqué? L'intérêt est tactique et il est énorme. Ça augmente radicalement la portée. Les sources disent qu'elle est triplée. On passerait de quelques dizaines de kilomètres à potentiellement 150, voire 200 kilomètres. 200 km pour une bombe guidée. Oui, c'est une vraie révolution. Ça veut dire que des frappes à distance de sécurité, qui demandaient avant des missiles de croisière chers, comme le Scalp, Oui, les scalps. pourraient être faites avec ces hammers motorisés, qui sont bien moins chers et qu'on peut emporter en plus grand nombre. C'est un changement de doctrine presque. Et elles sont juste plus longues en portée ou elles ont d'autres gadgets? Elles sont aussi plus intelligentes. Le moteur permet de moduler la vitesse, le profil de vol, planer loin, voler très bas pour être discret, remonter avant l'impact. On parle aussi d'en emporter 6 d'un coup avec un adaptateur spécial, l'hexachargeur. 6 bombes motorisées sous une aile? Et encore mieux, elles pourraient communiquer entre elles. Si la première détruit la cible, les autres pourraient se rediriger toutes seules vers d'autres objectifs. Et le bidage final utilise des kits bimode, genre infrarouge et GPS, avec de l'IA pour reconnaître des signatures spécifiques de très loin. L'intelligence artificielle, décidément, elle est partout dans ce F5.
Dans le cockpit aussi, j'ai lu une analogie avec R2D2. Oui, c'est une image assez parlante. L'IA embarquée dans le Rafale F5, elle est pensée comme un assistant pour le pilote. Parce qu'avec la complexité du champ de bataille, la masse de données des nouveaux capteurs, la gestion des drones partenaires, la charge mentale du pilote pourrait devenir énorme. Et elle fait quoi cette IA? Elle prend les commandes? Non, non, attention, l'humain reste maître de la décision finale. Toujours. Le rôle de l'IA, c'est de traiter, de fusionner, d'analyser toutes ces infos en temps réel. D'accord. Elle peut identifier les menaces, les classer par priorité, suggérer au pilote le meilleur ordre pour les traiter, proposer des manœuvres d'évitement, des options tactiques. C'est une aide à la décision constante. Le but, c'est de libérer l'esprit du pilote pour qu'il se concentre sur la stratégie, les décisions clés. Il devient vraiment le chef d'orchestre de tout cet écosystème. On a parlé de devoir, de frapper loin, intelligemment. Reste la question de survivre face aux défenses ennemies. Le système Spectra, qui est déjà réputé, il évolue aussi. Oui, le Spectra qui combine détection radar, laser, missiles et les contre-mesures comme le brouillage et les leurres, il continue d'évoluer. Il devient entièrement numérique, donc plus rapide, plus précis pour analyser les menaces et choisir la meilleure parade en temps réel. Mais les sources insistent sur une capacité nouvelle, plus offensive en guerre électronique. C'est quoi, ça? Oui, c'est une nuance importante. Au-delà de se protéger lui-même, le F5 pourra mener une guerre électronique offensive. Grâce à un pod spécial, externe, le pod ESG, Electrical Support Jamming. Et fait quoi ce pod ESG? C'est différent du brouillage classique? Oui, l'idée, c'est pas juste de crier plus fort que le radar ennemi pour le saturer. Le pod ESJ, il écoute les signaux radar ennemis, il les analyse et il renvoie une version modifiée ou déphasée sur la même fréquence. Le but, c'est d'induire le radar adverse en erreur, de lui faire perdre la piste, de lui montrer des faux échos, bref, de le rendre aveugle ou inefficace dans une zone. La conséquence, c'est que le Rafale pourrait s'approcher beaucoup plus près des défenses sans se faire allumer. C'est exactement l'idée. En neutralisant ou en dégradant fortement les radars ennemis, le Rafale et ses UCAV pourraient se créer des couloirs sûrs pour pénétrer et frapper. C'est essentiel pour opérer dans des zones très défendues, ce qu'on appelle les environnements A2AD. Bon, si on prend un peu de recul maintenant, après avoir vu toutes ces briques technologiques, qu'est-ce que ça signifie au final? Ce Rafale F5, c'est vraiment plus qu'un avion. Ah, c'est clair, c'est un changement de paradigme. On passe d'une plateforme unique à un système de systèmes. Et les implications sont vastes. D'abord sur le plan industriel et économique. Maîtriser tout ça, l'IA, les drones, les capteurs, les liaisons discrètes, les nouveaux armements, ça place l'industrie française vraiment à la pointe. Ça ouvre des marchés à l'export parce que peu de pays maîtrisent ce niveau d'intégration. On imagine que ça coûte une fortune à développer. Pourtant, les sources parlent de coût-efficacité. Comment c'est possible? C'est un point intéressant. Oui, le développement coûte cher. Mais l'utilisation de certaines technologies vise à être plus économique à l'usage. L'exemple des hammers motorisés qui peuvent remplacer des missiles de croisière bien plus chers pour certaines frappes, c'est pertinent. D'accord. Et l'IA embarquée, elle pourrait aussi aider à optimiser la maintenance, à prédire les pannes, ça peut réduire les coûts sur toute la durée de vie de l'appareil. C'est un calcul complexe, mais l'idée est là. Et est-ce que ces technologies militaires peuvent avoir des retombées dans le civil? On voit souvent ça. C'est un schéma assez classique, oui. Les avancées en IA, en traitement de données massives, en capteurs miniaturisés, en communication sécurisée, en matériaux, en systèmes autonomes, tout ça a souvent des applications duales. Comme quoi, par exemple? On peut penser au spatial, aux drones civils pour l'inspection d'éoliennes, la surveillance de pipeline, la livraison, la cybersécurité aussi, ou même l'aide à la décision dans la finance ou la médecine. C'est un moteur d'innovation qui dépasse le seul domaine militaire. Et ce Rafale F5, finalement, c'est aussi une marche vers l'étape d'après, vers le fameux SCAF, le système de combat aérien futur. Indiscutablement. Le F5 est vraiment présenté comme ça, comme une transition majeure vers le SCAF qui doit arriver vers 2040-2045. L'architecture même du F5, combat collaboratif, homme-machine, IA, connectivité, capteurs distribués, ça préfigure directement les concepts clés du SCAF. Donc c'est un banc d'essai en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Développer et maîtriser ces technologies sur le F5, c'est essentiel pour préparer l'arrivée de ce futur système, qui sera encore plus complexe. Le SCAF, ce sera un système de systèmes, avec des avions de combat, plusieurs types de drones, un cloud de combat.
L'objectif derrière tout ça, c'est bien de garder une avance technologique sur le long terme. C'est l'objectif stratégique numéro un, oui. Assurer la supériorité technologique et opérationnelle de la France et de ses partenaires européens face à des menaces qui évoluent très vite et à la compétition mondiale. Les sources utilisent parfois l'expression « garantir la paix par la force ». Avoir une défense et une dissuasion crédibles basées sur cette avance. D'ailleurs, on voit déjà que cette approche système du FIT intéresse pas mal nos voisins européens. Bon, si on essaye de résumer cette exploration, le Rafale F5, c'est donc bien une révolution. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce passage à un écosystème de combat, centré sur le duo Rafale-UCAV, qui permet de déléguer le risque. C'est aussi l'IA omniprésente comme assistant du pilote. C'est des capacités de détection inédites avec ce capteur passif Silent Killer et le radar GAN. Des armements qui vont plus loin et qui sont plus intelligents, comme les hammers motorisés ou le futur ASN 4G. Et puis, cette capacité de guerre électronique qui devient offensive. Une vraie transformation. C'est une excellente synthèse, oui, et ça nous amène tout naturellement à une question pour finir, une question un peu prospective. Aujourd'hui, l'IA assiste le pilote, l'UCAV a une autonomie mais elle est encadrée, mais où est la prochaine rupture? Où ça va aller alors que l'IA progresse si vite? Quelle piste on peut imaginer? On peut imaginer des scénarios avec des essaims de drones, nombreux, de tailles différentes peut-être, qui collaboreraient de façon encore plus autonome, qui dialogueraient directement entre eux pour optimiser leurs actions en temps réel. Les essaims autonomes. Oui, l'effet de masse, la capacité à saturer les défenses, à créer des surprises tactiques par des manœuvres coordonnées très complexes, tout ça serait démultiplié. Et ça pose inévitablement la question de la place de l'humain dans une boucle de décision qui devient de plus en plus rapide, de plus en plus automatisée. Jusqu'où on laissera la machine décider seule dans le feu de l'action? C'est sans doute un des grands enjeux stratégiques et même éthiques pour les décennies qui viennent dans la défense. Une réflexion vertigineuse, en effet, qui ouvre beaucoup de questions. Si cette analyse détaillée de la technologie de pointe française a intéressé notre auditoire, nous invitons à soutenir notre travail. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Poudreux, et si ce contenu vous a plu, un petit clic sur l'icône j'aime, ça nous aide énormément. Votre soutien est précieux, il contribue vraiment au développement de la chaîne, et puis c'est entièrement gratuit. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Un grand merci, et on espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle exploration.